du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, Yao Eklo Nukunu. Est-ce que c'est leur destin sécuritaire commun qui oblige aujourd'hui ces trois États à travailler ensemble? Bon, Monsieur Samuel, vous savez, en tout cas, vous avez bien utilisé les termes. Hein, et je crois que c'est ce que M. Jacques Diakouti aussi a fait mention tout à l'heure. Il a relevé et je partage. Oui, s'il faut parler en termes de destin sécuritaire, je suis d'accord. Si c'est cet aspect qui doit être leur principale préoccupation et qui doit les motiver à conjuguer leurs efforts pour relever les défis sécuritaires, oui, je crois que cela répond quelque part à leurs conditions, à leur situation, parce qu'il faut bien préciser que ils sont des illégitimes, ils sont des illégaux. Ils sont arrivés au pouvoir d'une manière inappropriée. Non, ils sont arrivés au pouvoir de façon brutale. Et ça, cela ne répond à aucune norme, aucun test. Bon, maintenant, si on estime qu'il y a une situation alarmante qui prévaut au sein de... Bon, mais toujours, il faut aussi relativiser. Pour autant, à un moment, le Niger n'avait pas cette difficulté-là de djihadistes tel que on le constate avec le Mali et le Burkina. Bon, maintenant, s'ils doivent focaliser, conjuguer leurs efforts pour s'assurer que sur le plan sécuritaire, qu'ils puissent être en mesure de relever les défis, à la rigueur, oui, c'est tolérable. Mais parler d'économie, développement, tout ça, et cela ne relève pas du tout de leur prérogative. Parce que, vous savez, Monsieur Samuel, lorsque on dit qu'il y a coup d'État, ça veut dire que les institutions sont disloquées. Et quand les institutions sont disloquées, en temps normal, M. Samuel, il ne devait pas plus avoir de parlement qui soit existant. Quand vous enlevez le président qui est élu et vous le prenez en otage, du coup, l'Assemblée, parce que le président est élu, les députés sont également élus. Alors quand vous venez renverser, et surtout dans leur discours, ils déclarent que les institutions de la République sont dissoutes. Alors donc, il n'y a plus de fonctionnement juridique approprié qui soit reconnu à l'État. Bon, maintenant ça c'est un aspect. Maintenant, l'autre aspect, cette alliance-là, ça c'est quelque chose ça peut se formaliser sans forcément, dans leurs conditions actuelles, sans forcément être acté de manière légale au niveau du Parlement, etc. Bon, maintenant, et c'est pourquoi en réalité ils ne sont que dans une transition. Ils ne sont que dans une transition. Alors si cette transition doit servir à développer leurs compétences, parce que leur professionnalisme, leurs compétences, c'est les armes et d'assurer la sécurité. Alors s'il y a un délai, ils doivent remplir cette mission-là et ramener le calme au pays. Alors ensuite, il faut donner la prochaine étape serait qu'il faudrait que les élections se tiennent, que le peuple choisisse les dirigeants, que ce soit au niveau du Parlement, du Sénat ou de la présidence, et maintenant, seul un président ou des institutions légales, légitimes, qui soient à même de prendre, d'acter des tests, de façon dans les normes qu'il faut et qui engagent le pays, et aussi vis-à-vis également de la communauté internationale. Donc vous pensez que l'AES doit être exclusivement concentré sur la sécurité? Mais c'est ça, c'est ce que M. Jacques Diakouti aussi a dit, et je suis d'accord avec lui. Oui. Maintenant, quand on écoute quand même les discours prononcés par les trois ministres des Affaires étrangères, on a entendu émancipation totale, souveraineté pleine et entière, émergence socio-économique. Ça, c'est programme politique, là. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, Samuel, ces genres de rencontres, n'oubliez pas surtout également qu'il y a l'instinct, quand même, de la fierté d'appartenir à un pays, à un État et à un continent. Et c'est ce que nous avons remarqué. J'ai suivi un peu les trois discours. J'ai senti qu'il y a une forme de, soi-disant,
panafricanisme, voilà, qui se reflète dans ces discours. Et aujourd'hui, vous savez que la jeunesse africaine aujourd'hui est emballée dans ça. Donc aujourd'hui, quand on voit par exemple un président comme celui du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, on voit quelqu'un comme Assimi Goïta, on voit le général Tiani. La jeunesse africaine se retrouve en ces gens. Mais moi, je l'ai dit une fois encore, vous savez, un pays ne peut pas se développer seul. Un pays a besoin également des autres. Aujourd'hui, ce que nous constatons dans le cas de ces trois pays, je vous dis que s'il n'y avait pas, par exemple, le Togo, ces pays-là allaient suffoquer. Ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître les bienfaits du Togo au niveau, effectivement, de ces pays. Ce que le Togo est en train de faire, aider ces pays-là à respirer un peu. Parce que tout part du port de Lomé vers le Burkina, du Burkina vers, effectivement, le Niger et consorts. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je l'ai dit, les trois pays-là peuvent former une alliance sécuritaire. Mais quand on parle, par exemple, d'une alliance économique, il faut avoir effectivement ces pays-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Burkina est en train de créer l'usine de transformation de l'or. C'est une fierté nationale, ça il faut le reconnaître. C'est une très bonne chose ce que le Burkina vient de poser comme pas. Vous prenez par exemple également le Mali qui est en train effectivement de faire la même chose. Vous prenez également le Niger. Je crois que si aujourd'hui ils arrivent effectivement à trouver la solution à la crise sécuritaire, le développement viendra après. Mais il faut avoir toujours ses voisins de côté. C'est-à-dire que vous prenez par exemple le Nigeria, vous prenez par exemple le Bénin, vous prenez le Togo, vous prenez la Côte d'Ivoire. Ces pays-là ont besoin effectivement de ces pays-là également. Et donc je crois qu'il y aura une réunion le 10 décembre prochain, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Plaise à Dieu pour que les chefs d'État africains puissent au moins alléger la souffrance de ces populations-là. Parce qu'on a vu le poids aujourd'hui qui pèse effectivement sur le Niger par rapport à ces sanctions-là. Et qui part du Niger, parle également du Bénin. Qui part du Bénin, pas du Togo. Qui part du Togo, pas de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est des pays aujourd'hui, quoi qu'on dise, qui ont également des problèmes. La répercussion effectivement de ces sanctions-là dans ces pays-là se font sentir. J'ai fait un tour vers le Bénin. Vous allez voir que tout le long effectivement de la route entre le Bénin et le Niger, mais Samuel, c'est pas bien comme Africains que nous sommes. C'est pas du tout bien. Donc je crois qu'à un moment donné, il faudrait que les chefs d'État africains se disent, après tout nous sommes Africains. Je serais d'accord avec eux si par exemple ils établissent un calendrier pour le Niger, pour leur dire bon, nous vous accordons, si c'est 6 mois, dans les 6 mois, organiser les élections. Mais toujours vouloir fermer le robinet lorsqu'il y a par exemple un coup d'État, je crois que ça ne donne pas les effets escomptés par rapport aux sanctions. Donc je crois que lorsque vous sanctionnez, mais c'est les petits là qui souffrent. Mais les grands là, ils sont là. Et puis ce que j'ai remarqué au Niger, je ne sais pas si vous l'avez vu, aujourd'hui il y a une solidarité qui s'organise. Vous allez voir des régions qui cotisent de l'argent. On appelle ça le fonds souverain du Niger. Les gens donnent de l'argent pour soutenir effectivement les efforts du gouvernement. Vous voyez, quand c'est comme ça, quand la fibre patriotique est déjà mise en branle par rapport à ces genres de choses, si la CEDEAO ne sait pas faire, le piège risque de se refermer contre la CEDEAO. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on avance, Samuel, que la CEDEAO pardonne qu'on avance. Est-ce que c'est en même temps l'attitude de la CEDEAO qui oblige ces États aujourd'hui à coopérer? Monsieur Samuel, moi, je ne vois aucun piège du tout se refermer autour de la CEDEAO. Voilà. Et nous sommes dans de la confusion totale. Et je crois que tous ceux-là qui cotisent, ils peuvent le faire jusqu'à quand? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Non, arrêtons le folklore. Et vous savez, une chose est claire, est que, bon, c'est vrai que la CEDEAO, comme je l'avais toujours dit, à quelque part, elle se fait rattraper par ses maladresses, parce que lorsqu'elle est là et que dans des pays, les gens font des tripatouillages constitutionnels, cette CEDEAO ne dit rien. Lorsque des élections sont frauduleuses et au lendemain de ces élections, vous validez, vous recevez ceux qui sont frauduleusement proclamés et vous les validez. Et lorsque il y
a des coups d'État, et par exemple, la CEDEAO devait être vraiment debout contre le coup d'État, contre le président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors donc, quand la CEDEAO elle-même, elle a fait les 2 poids 2 mesures, exactement comme on le voit, on a vu la France le faire maladroitement. Bon, à quelque part, je dis que oui, cette CEDEAO également, elle a fauté. Mais arrivé à un moment, il faut rectifier le tir, il faut arrêter le désordre. Donc moi, jusqu'à preuve du contraire, même si la CEDEAO ne fera plus son intervention, il faut que ces sanctions-là, oui, parce que moi, je ne trouve aucune faute en les dispositions de la CEDEAO, hein, parce qu'il n'aurait jamais eu cette maladresse de coup d'État, on n'en serait pas là. Alors donc, il faut à un moment qu'on arrête le désordre, la pagaille. Oui, il faut un moment qu'on arrête. Et si réellement on parle de feed patriotique, etc. Si vraiment ces militaires aimaient leur pays, ils doivent prendre conscience que ce sont eux qui mettent le pays en difficulté. Ils devaient prendre conscience que ce sont eux qui mettent le pays en difficulté. Alors qu'est-ce qu'il leur revenait de faire? Il leur revenait de libérer le président en question, et de libérer les pouvoirs. Et maintenant, il faut aussi laisser l'ordre constitutionnel fonctionner. Et l'ordre constitutionnel prévoit quoi? Lors de la vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui conduit la transition, organise de nouvelles élections, et puis le pays reprend son... Justement, il n'y a pas eu de vacances, il y a eu dissolution des institutions. Il n'y a pas eu de vacances. Non, il y a un président qui est pris en otage. Parce que jusqu'à ce jour, il y a un parlement toujours au Niger. Jusqu'à ce jour, ils disent qu'ils ont mis en place un gouvernement. Alors donc, en temps normal, lorsque le président est déposé, alors eux aussi doivent libérer le pouvoir, mais ils s'entêtent. Ils s'entêtent, voyant combien le pays est en difficulté, mais néanmoins ils s'entêtent. Je doute même de leur patriotisme. Je doute même de ce que ils peuvent clamer être des dignes fils. Quand vous êtes dignes fils, vous mettez votre pays en difficulté. Vous créez des problèmes à votre pays. Où est le patriotisme? Où est le digne fils? Je ne vois pas. Alors donc, s'ils devaient montrer vraiment qu'ils aimaient leur pays, même si le président ne devait pas revenir au pouvoir, il faut laisser le président de l'Assemblée conduire une transition, organiser de nouvelles élections, remettre les pendules à l'heure. Et c'est en cela que je verrais que oui, effectivement, ils se soucient du bien de leur pays. Mais dans ces conditions... On n'est pas allé trop loin pour reculer. Actuellement, tout le monde le sait, Bazoum ne reviendra plus au pouvoir, en tout cas pas avant très longtemps. On est dans une autre configuration et on parle de l'alliance des États du Sahel. Non, monsieur Samuel, je n'ai jamais dit que le président Bazoum revienne au pouvoir. J'ai dit que si réellement ces militaires, ils aimaient vraiment leur pays et ils sont conscients du dégât qu'ils causent pour leur pays, s'ils sont conscients du désordre qu'ils ont foutu, ils devaient libérer le plancher, laisser le président de l'Assemblée organiser de nouvelles élections et laisser le pays reprendre et repartir sur de nouvelles bases. Et en ce moment-là, ces difficultés-là n'y seront pas. Mais quand ils s'entêtent, c'est dans cela que je dis, je doute de leur amour pour leur pays. Ils sont des égoïstes. Tout ce qui leur importe, c'est leur démarche, c'est leur position, etc. Alors, quoique si ça doit faire effondrer le pays, oui, il faut que le pays s'effondre. Et maintenant, ils sont dans une démarche d'alliance. Tout ça, c'est des fuites en avant. Tout ça, c'est des camouflages pour essayer de justifier. Donc, la CEDEAO n'a rien fait de mal du tout. On a déjà eu sur le continent des alliances. C'est vrai que ce n'était pas des alliances pensées par les Africains. Quand je prends le G5 Sahel, c'était un pur produit de la France qui a échoué. Est-ce que ça, l'AES, est-ce que vous pensez que ces États qui se réunissent aujourd'hui, parce que l'autre problème aussi des alliances, c'est le financement. Est-ce qu'ils vont pouvoir financer pour lui donner les moyens de leurs ambitions? Non, vous savez, je voulais un peu revenir sur ce que Yahou disait tout à l'heure. Vous savez, quand par exemple, dans une famille, les gens se querellent, si par exemple c'est l'homme et la femme qui se querellent, on sait souvent que peut-être le beau ou bien la belle-mère peut intervenir pour réconcilier les deux. Aujourd'hui, il est vrai que la situation au Niger, c'est pas du tout gai, on le sait. On ne peut pas tout de suite tirer sur les militaires pour dire que c'est eux qui ont créé ce désordre. Le désordre est déjà né. Comment faire pour s'en sortir? C'est là maintenant la question. C'est à la CEDEAO maintenant de voir ce que la CEDEAO peut faire. Parce que quoi qu'on dise, Samuel, s'il n'y avait pas, par exemple, les sanctions de la CEDEAO, le Niger ne serait pas ici aujourd'hui. Peut-être que l'issue sera déjà trouvée par rapport à ce coup d'État-là. Mais le fait que la CEDEAO a sanctionné le Niger, finalement, les militaires se disent, mais bon, écoutez, soit on avance ou soit on périt. Donc,
je crois qu'ils sont en train d'avancer. Aujourd'hui, c'est à la CEDEAO, comme vous l'avez si bien dit, c'est à la CEDEAO maintenant de voir comment corriger effectivement ce qui s'est passé. Vous avez parlé de l'alliance, c'est vrai. Quand on parle de l'alliance, c'est d'abord une alliance militaire, comme je le disais tout à l'heure. Si c'est l'économie, vous savez que le Burkina est sous sanction, le Mali est sous sanction, le Niger est également sous sanction. Donc il sera difficile de trouver les financements. Peut-être qu'on me parlera peut-être de la Russie, mais la Russie ne pourra pas tout faire. Aujourd'hui, il faudrait qu'on dise, Samuel, vous savez la situation qui vit par exemple le Burkina en matière de djihadistes et des ACAT tous les jours. La CEDEAO pouvait s'organiser. Oui. La CEDEAO pouvait s'organiser pour aider le Burkina. Parce que la paix du Burkina dépend de la paix de la Côte d'Ivoire, dépend également de la paix du Togo. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser les pays seuls, pensant que vous êtes en sécurité. C'est faux. Vous avez vu, par exemple, le rapport que les Américains ont publié sur la côte africaine, c'est-à-dire entre le Togo, le Bénin, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Vous avez vu même le Ghana. Entre-temps, le Ghana a également vécu des attaques. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une solidarité au niveau des États africains. Même si ce n'est pas tous les États africains, au moins les pays côtiers, c'est-à-dire le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, aider par exemple le Burkina par rapport à ces attaques-là. Parce que lorsque, par exemple, ces djihadistes-là sont traqués, s'ils ne vont pas, par exemple, au Niger ou au Mali, souvent ils vont au Bénin ou bien au Togo. Il faudrait aujourd'hui que ces États-là s'organisent. Laissons à faire de coups d'État, mais recherchons effectivement à assurer la sécurité de nos pays. Parce que plus on ne veut pas combattre, par exemple, ces djihadistes, il n'y aura pas les coups d'État, mais les gens là risquent également de perturber la culture des pays. Donc, au fait, c'est ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le coup d'État au Niger, il faut le reconnaître, comme vous l'avez si bien dit. Je ne pense pas que Bazoum puisse revenir encore au pouvoir. Bazoum ne pouvant pas revenir au pouvoir, il faudrait aujourd'hui que la CEDEAO maintenant s'attelle à dire des vérités à ses militaires. Le 10 décembre prochain, il faudrait que la CEDEAO demande un chronogramme clair aux militaires nigériens, leur dire, bon, écoutez, nous vous accordons 6 mois, organisez les élections, et laisser le peuple choisir. Mais si on va toujours se braquer, Samuel, dans les histoires de sanctions, on ne pourra pas s'en sortir. C'est nos économies qui souffrent. Ça, il faut le reconnaître. Le Togo souffre de ces sanctions du Niger. Le Bénin également. Allez-y au Bénin, vous allez voir ce qui se passe. Le Togo est encore mieux parce que le Togo, avec son port, sert par exemple le Burkina vers le Niger. Mais au niveau du Bénin, tout est bloqué. Donc je crois quoi qu'on dise, Yao, il faudrait toujours implorer la clémence par rapport à cette situation. Ne soyons pas toujours fermes dans certaines choses parce que, vous savez, un militaire c'est quoi? Plus vous êtes radical, plus lui aussi se radicalise. Parce que le militaire, quand il sait qu'il est dos au mur, mais ce qu'il sait faire, c'est de tirer. Donc je crois qu'il ne faudrait pas qu'on aille dans ça. Invitons effectivement les chefs d'État africains qui vont se réunir le 10, d'avoir effectivement pitié de ces populations. Parce que laissez de côté de ces militaires-là, mais regardez la population qui est en train de souffrir. Moi, je crois que l'issue à ce problème-là, c'est que la CEDEAO demande au Niger une clarification sur un chronogramme clair par rapport aux élections au Niger. Autre aspect, il faudrait effectivement imposer cela. Parce que nous avons vu ce qui se passe actuellement en Guinée avec le président Doumbouya. Il a pris des décisions, mais jusqu'à présent, lui aussi, il a eu tergiversé. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut que la CEDEAO puisse également avoir une force où, lorsque les gens là ne veulent pas, il faut quand même arriver à les contraindre à respecter ce qu'ils prennent comme engagement. Passer du côté du Bénin, le président Patrice Talon qui accepte de faire auditer le fichier électoral pour les élections générales prévues en 2026. Le fichier électoral sera audité. C'est ce qu'ont réussi à obtenir les acteurs ou les responsables du parti Les Démocrates, conduits par l'ancien président, le docteur Thomas Boni Yayi. Ils ont
rencontré le chef de l'État béninois et entre autres demandes, l'audit international du fichier électoral. Cette demande a été donc agréée par le président Patrice Talon. Yao Eklo-Nokounou, quand on connaît l'histoire politique du Bénin, qu'on a présenté pendant longtemps comme un modèle de démocratie qui a organisé plusieurs élections sans problème, si on se retrouve aujourd'hui dans une situation où l'opposition n'a plus confiance au fichier électoral, est-ce que le Bénin n'a pas reculé? Oui, mais d'abord, M. Samuel, permettez-moi de préciser que je n'ai jamais entendu le président Patrice Talon se plaindre de l'économie de son pays qui soit malade depuis qu'il y a ces sanctions contre le Niger. Au contraire, pour le président Talon, son pays se porte toujours bien, son économie. Ça a toujours été les discours politiques. Bon, il est le président, il sait de quoi il parle. Bon, donc voilà. Oui, vous savez, ce qu'il faut saluer, M. Samuel, et c'est cette ambiance-là, d'entente, de confiance qui a toujours prévalu entre les Béninois. Et vous savez, les Béninois également, il faut leur reconnaître qu'ils ont toujours reflété cet esprit patriotique, cet esprit d'acceptation mutuelle, cet esprit de solidarité, et je crois que c'est ce qui se perpétue. Vous comprenez, c'est ce qui se perpétue. Alors donc, est-ce qu'il faut parler de manque de confiance? Peut-être que ça remonte à quand? La dernière fois que le fichier électoral béninois était audité, peut-être à des décennies. Donc maintenant, demander qui est audit, c'est tout à fait normal, parce que vous savez que même en temps normal, cet audit-là devait se faire à la veille de chaque rendez-vous électoral, puisque des hommes chaque jour, des gens meurent, et chaque jour, il y en a aussi qui accèdent à l'âge majoritaire, etc. Bon, donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui soit normal, et c'est une bonne chose. Et si le président accède à cette demande-là, ça veut dire que le président Talon, d'abord, lui-même, il est conscient, et qu'il a même toujours précisé qu'il est dans son dernier mandat, et que donc, si tout ce qu'il peut faire pour l'intérêt national, pour la cohésion, pour la paix, pour son pays, alors donc je crois que ce n'est que chose normale, et donc vivement que si cela rassure également encore plus la classe politique, ben pourquoi pas. Donc c'est une bonne chose. Oui, Samuel, vous savez, Patrice Talon mérite un carton vert, parce que voilà quelqu'un, quoi que l'opposition dise, il a accepté le recevoir. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Moi, le dialogue que j'ai suivi entre lui et l'opposition, il faut reconnaître que voilà un chef d'État qui a pris de la hauteur. Qui a pris de la hauteur, qui a accepté de recevoir l'opposition. Et puis, à bâton rompu, toutes les questions, il a répondu. Mais là où je n'étais pas du tout d'accord avec le président Patrice Talon, c'était la question de Madame Rokia Madougou, où il disait que non, que lui, il ne va jamais, il ne compte pas la gracier. Vous savez, Monsieur le Président Talon est venu au pouvoir également grâce au pardon. Parce que, quoi qu'on dise, Yahi Boni, il a pardonné, et il est rentré, finalement, il est président. C'est vrai que peut-être que c'est sous l'effet peut-être de la colère qu'il a agi ainsi. J'ose croire qu'il n'a qu'à dépassionner un peu le débat. Parce que Rokia Madougou, Samuel, c'est quand même une femme. On ne peut pas éternellement garder une femme comme ça en prison. À un moment donné, quand même, il faut gracier. C'est vrai qu'il a dit que les actes que la dame a posés, c'était des actes qui n'étaient pas de nature à apporter la sérénité dans le pays. Mais à un moment donné, Patrice Talon, il faut dépassionner le débat.
vous êtes en train de rentrer dans l'histoire par rapport à la fin de votre mandat. Ne laissez pas effectivement cette tâche-là qui va constituer par exemple un caillou dans votre chaussure. Donc à un moment donné quand même, il faut surpasser certaines choses et pardonner. Parce que, je l'ai dit, Talon fait vraiment de grandes choses au niveau du Bénin. Il a dit même au cours de la rencontre avec l'opposition que si l'opposition n'a pas les moyens de financer par exemple cet audit, lui est prêt à le faire, ils n'ont qu'à faire la demande. Donc vous voyez déjà c'est une grande ouverture. Une grande ouverture. Il faudrait quand même que Parti Talon vraiment essaie de revoir sa position par rapport à Rukia Madougou. Il faut vraiment pardonner. Pardonner. Et ils l'ont demandé également de laisser ceux qui sont en exil de rentrer également au pays. Il a dit non, bon, il ne refuse pas, mais qu'ils répondent des actes de ce dont on les accuse. Une autre est c'est vrai ce qu'il dit, mais vous savez, on nous parle toujours de la justice, Samuel. Si la justice devait être indépendante, que les gens puissent rentrer et répondre librement et qu'ils ne soient pas inquiétés, les gens vont rentrer. Mais le problème, c'est le fait toujours que la justice puisse s'infauder encore au pouvoir. Donc s'il y a la séparation des pouvoirs, si aujourd'hui Parti Talon peut donner la garantie à ces opposants qui sont en exil que lorsqu'ils vont rentrer, ils vont aller en justice sans avoir des problèmes, les gens vont rentrer. Mais le problème, c'est que les gens ont peur. Lorsqu'ils vont rentrer, est-ce qu'ils trouveront effectivement la main libre à cette justice-là de pouvoir les juger? Donc c'est ça le vrai débat. Vous voyez, donc je crois qu'à un moment donné, Parti Talon, je serai par exemple à votre place, je vais rentrer dans l'histoire en laissant tout ce monde-là revenir. Et tous ceux qui sont en prison, je les gracie. Parce que la fois passée, il a donné des instructions directes à son ministre de la Justice, que les étudiants qu'on a arrêtés au cours de ces manifestations-là, de voir comment les élargir. Donc je crois que c'est une bonne chose. Oui. Lorsque par exemple vous avez par exemple des opposants qui sont en exil, ce n'est pas du tout fameux pour vous, hein. Enfin, il faut le reconnaître, parce que vous n'allez pas toujours dormir, parce que c'est des gens qui seront là, qui vont trouver votre sommeil. Donc à un moment donné, Parti Talon, vous êtes un chef d'État, comme je l'ai dit, vous allez rentrer bientôt dans l'histoire, libérer l'espace politique au Bénin avant de partir. Il y a une autre demande des démocrates, c'est de pouvoir intégrer, par exemple, la commission électorale nationale autonome, la Sénat, la Cour constitutionnelle. Pour le président, l'opposition est déjà représentée au niveau de la Sénat, notamment par les FCBE. C'est l'ancien parti de Yahi Boni qui a estimé qu'ils ne sont pas, FCBE n'est pas de l'opposition. Patrice Talon a répondu de façon ironique, ce n'est pas parce qu'il m'insulte comme vous, ce n'est pas parce qu'il ne m'insulte pas comme vous que vous allez leur contester ce statut-là. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que pour l'ensemble, on a un Patrice Talon très ouvert? Mais bien évidemment, un Patrice Talon est objectif, un Patrice Talon est efficace pour son pays, un Patrice Talon qui incarne quand même un certain idéal, hein? Un Patrice Talon qui a fait carrément une différence entre lui et tous ses prédécesseurs. Y compris, Patrice Talon n'a jamais, comme on a vu avec le président Yahi Boni, comme quoi il a été gouverneur de la BCA, etc. Patrice Talon n'a pas eu besoin de ça. Mais, non, de la BOA déjà. Oui, mais Patrice Talon a mis la différence. C'est pas comme aussi le président Nissofor Seglo, on a dit qu'il a été au FMI, etc. Bon, non, Patrice Talon a mis la différence entre tous ses prédécesseurs. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut pour son pays, où il veut conduire son pays. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, il faut aussi reconnaître également que, c'est en cela je reviens toujours, que les gens qui s'improvisent politiciens, acteurs politiques dans nos pays d'Afrique, il faut dorénavant assainir
le cadre, non, pas le cadre électoral, il faut le cadre politique, pour que n'importe qui ne s'improvise pas. Comment, par exemple, lorsque nous prenons la dame Rekia Madougou, toi, une personnalité, une femme, tu aspires à diriger son pays, et on voit tous les actes qu'elle a prémédités, etc. Ce n'est pas normal. Elle se dit innocente de tout ça. Elle se dit innocente, ben, s'il n'y a pas de preuves qui l'accablent, elle a fait face à la justice, en bonne et due forme. Alors, donc, vous voyez, donc, c'est-à-dire que les gens qui s'improvisent à telle politique, quelle moralité, quelle hauteur, quelle qualité incarne-t-il? Alors, donc, il faut corriger tout ça. Et donc, moi, je suis parfaitement d'accord avec le président Patrice Talon, parce que Madame Rekia Madougou, aucun blocage de lui a été fait. Elle était pressentie, etc. Elle aurait dû fonctionner en toute élégance, en toute responsabilité, et non pas s'adonner à des actes, etc., se mêler à des comportements, et puis elle n'en serait pas là. Alors donc, elle a fait face à la justice. La justice a été rendue. Alors donc, maintenant, il faut laisser... Bon, maintenant, si peut-être après le président Patrice Talon... Bon, moi, je vais trop vite en besogne. Je ne suis pas sur le porte-parole du président Patrice Talon. Je ne décide pas à sa place. Mais si éventuellement, au cours de son mandat, il ne la libérait pas, bon, peut-être un autre, celui qui est son successeur, viendra le faire. Mais dans le contexte actuel, non, il faut que Mme Rekia Madougou réponde de ses actes. Et il faut que cela serve d'exemple, que cela serve de leçon, hein, et à d'autres. Non, nous avons besoin dorénavant en Afrique d'un climat qui est politique, qui incarne des hommes, qui est de la qualité, qui est de la valeur, qui démontre une certaine plus de hauteur, hein, qui incarne un sens de responsabilité. Voilà, c'est cela qui nous permettrait d'aller de l'avant. Passer au dernier sujet maintenant, on parle du Togo, on reste sur les élections. Les Togolais sont censés voter normalement dans ce mois de décembre pour renouveler leur parlement, mais les élections ne pourront pas donc se tenir avant, en tout cas la fin du premier trimestre de l'année 2024. Les élections étaient, comme je l'ai dit, donc censées se tenir puisque le mandat de député finit le 31 décembre 2023, mais léger glissement du calendrier électoral, ces élections législatives et régionales auront lieu au plus tard le premier trimestre de 2024. C'est ce que le récent communiqué du Conseil des ministres a laissé entendre. Il y a peut-être un certain nombre de raisons qui expliquent cela, mais Jacques Diakouti, on a l'impression que les institutions au Togo, leur renouvellement à date pose problème. Trop de problèmes même, parce que vous savez que quand vous prenez la plupart de nos institutions au Togo, ont des sérieux problèmes. Vous prenez la Cour constitutionnelle, vous prenez par exemple la HAC, vous prenez la Cour des comptes, même l'Assemblée nationale. La plupart de ces institutions-là, il faut reconnaître qu'ont dépassé leur temps, et il fallait quand même les renouveler. Mais ce que nous constatons, c'est que le renouvellement tarde. Aujourd'hui, c'est au niveau également de l'Assemblée nationale. Il est annoncé que les élections auront lieu au premier semestre 2024, mais jusque-là également, l'horizon n'est pas clair, hein, parce que la date... pas une date fixe. Justement, on n'a pas fixé une date. Vous voyez qu'on a peur qu'on puisse glisser dans un vide juridique au niveau effectivement de l'Assemblée nationale. Il est vrai que dans une disposition de notre Constitution, il est dit que les députés restent en poste jusqu'à ce qu'on puisse élire un autre Parlement. Mais vous savez, jusqu'à quand? Vous voyez, jusqu'à quand? Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'il puisse y avoir un dialogue entre les acteurs politiques et le pouvoir en place pour trouver effectivement les mécanismes justes pour organiser ces élections. Moi, c'est le moment ou rien pour que le parti au pouvoir et l'opposition puissent s'asseoir, qu'on puisse trouver vraiment un terrain d'entente avant d'aller à ces élections. Parce que vous n'oubliez pas également qu'il y a un problème sécuritaire vers le nord. Comment les candidats là pourront-ils battre campagne au nord par rapport à la situation sécuritaire? Donc je crois que c'est le moment où jamais et le gouvernement et les partis politiques et la société civile puissent s'asseoir pour trouver éventuellement un juste milieu par rapport à ces élections. Avant ces élections, il faut qu'on puisse discuter. C'est vrai que
on va nous parler de c'est la CENAP, non, où il y a un cadre de dialogue, mais je crois qu'il faut aller au-delà de ce cadre-là. Il faut aller au-delà de ce cadre, inviter également la société civile à discuter effectivement pour qu'on puisse trouver des solutions idoines aux problèmes que nous sommes en train de vivre, qu'on puisse régler définitivement ce problème. Moi, je serais par exemple à la place du gouvernement. Samuel, je vais coupler ces élections-là en une élection. Parce que 2024, on aura les élections législatives et régionales. 2025, on aura les élections présidentielles. Et vous voyez, moi je crois qu'à un moment donné, il faut quand même économiser. Économisons, on peut organiser une seule élection. Il suffit seulement qu'on essaie de s'asseoir, on discute avec la société civile et la classe politique de l'opposition. On se dise, écoutez, soit on renvoie toutes ces élections-là en 2025 en organisant et les présidentielles et les législatives et les sénatoriales ensemble. Parce que là, ça va essayer de diminuer un peu l'enveloppe. Parce que vous savez, actuellement, les pays traversent des crises, il n'y a pas d'argent. Donc s'il faut gaspiller encore l'argent en 2024, organiser une élection, 2025, organiser encore une élection, vous voyez que c'est quand même, ça sera trop pour le budget. Parce que vous savez, à un moment donné... En 2026, on aura également les communales. Les communales, vous voyez. Donc je crois qu'à un moment donné, quand même, moi je serai à plat du gouvernement. On essaie de temporiser, on organise un dialogue, on discute avec l'opposition et la société civile. On se dit, mais écoutez, renvoyons toutes les élections là en 2025 et on sait quel mécanisme faudra-t-il trouver pour gérer effectivement l'Assemblée nationale et je crois qu'on pourra avancer. Parce que l'Union européenne ne finance plus depuis un certain temps. Sur fonds propres. C'est sur fonds propres. Comment comprendre donc ce manque de rigueur dans la tenue des dates? Monsieur Samuel, vous savez que ce n'est pas la première fois que nous faisons face à cette situation dans le pays. Oui, c'est pour ça que je pose la question voilà, de cette façon. Ce n'est pas la première fois. Et il faut aussi reconnaître que généralement, ce sont les agendas politiques, les agendas politiques, les contingences partisanes qui conduisent toujours à cela et au détriment de l'agenda républicain, au détriment de ce respect de cet agenda républicain. Et je me demande bien jusqu'à quand. Jusqu'à quand? Ça fait le chou gras pour d'aucuns, parce que cette disposition de l'Assemblée qui prévoit que oui, les députés restent en place jusqu'à la nouvelle la prochaine élection. Bon, ça fait chou gras pour certains parce que ça fait qu'ils jouiront toujours. Bon, maintenant pour d'autres, ils se diront mais ça nous porte préjudice parce que nous sommes toujours dans l'attente et nous autant ça traîne, autant ça nous porte préjudice parce que ceci, cela. Donc, mais l'essentiel est que l'idéal serait de toujours tout mettre en œuvre parce que cela relève de la responsabilité du gouvernement, de respecter les agendas républicains. Donc, je crois que il y a un certain nombre de contingences dont nous devons dépasser, dont nous devons prendre de la hauteur et savoir réellement quel état d'esprit, dans quel état d'esprit nous devons œuvrer pour l'intérêt du pays, pour la compréhension. Bon, maintenant, moi, pour ce qui concerne cette question de coupler les élections, bon, ces élections législatives et régionales, leur tenue, et je crois que la tenue de ces élections s'impose fortement. Normalement, pour ce mois de décembre, pour cette fin de 2023. Bon, maintenant que c'est capoté, que ça part pour le premier trimestre de 2024, il faut que ça tienne. Bon, maintenant, éventuellement... Le premier trimestre, c'est vague comme période. Oui, bon, c'est vague, mais c'est à quelque part aussi précis, parce que nous connaissons la durée, le délai du premier trimestre. Il disait qu'on aurait les élections avant la fin de l'année 2023. Alors aujourd'hui, nous dire premier trimestre 2024, oui.
On a l'impression qu'on navigue à vue quelque part. Bon, le premier trimestre, nous savons ce que c'est que le premier trimestre, c'est de janvier à mars. 2023 aussi, on sait ce que c'est. Le premier trimestre, c'est de janvier à mars. C'est à quelque part précis. Le premier trimestre, c'est de janvier à mars. Maintenant, quand il a dit... C'est si difficile d'annoncer une date pour que on sorte un chronogramme, on connaisse la date de l'ouverture du dépôt des dossiers, connaître la date du début de la campagne, la date des élections. C'est si difficile de l'annoncer. Il est vrai que c'est cela l'essentiel. Et c'est cela qui montre, c'est cela qui reflète le fait qu'on assume la responsabilité dans toute sa plénitude, c'est cela. Bon, mais patientons, sûrement que ça viendrait. Bon, maintenant, l'autre aspect, c'est que, oui, pourquoi pas? Et comment est-ce qu'il ne faille pas étudier s'il ne faut pas coupler les élections présidentielles à venir avec les locales? Donc cela demande, mais malheureusement je crois que les élections présidentielles de 2020 ce fut en janvier. Alors donc quand les gens verront que s'il faut attendre pratiquement une année pour que et coupler les présidentielles à venir avec les locales en 2026. Non, ça c'est la volonté politique. Exactement. Ça c'est la volonté politique. Nous avons vu ce qui se passe actuellement au Congo. C'est une élection générale qui va se faire en un. Le PD le fera en 2026. Voilà, donc je crois que au Togo, on a l'impression qu'on a maintenant beaucoup d'élections qui s'éparpillent, qui constituent quand même de façon budgétaire. Et puis on n'a pas les moyens. Ça c'est vrai, il y a cette possibilité de coupler les présidentielles. Donc ça veut dire que les présidentielles ne se tiendront plus en 2025, mais plutôt en 2026, en même temps avec les locales. Bon, c'est une option également que il faudrait que la classe politique s'entende. Il faudrait que la classe politique s'entende et je crois que ce serait le pays qui gagnerait. Mais l'essentiel... Peut-être ramener les locales à la date de la présidentielle, on a les 16 élections. Non, Samuel, vous savez... Ramener, c'est écouter le mandat. Ouais, vous savez que quand le mandat prendra fin, il faut repousser la tenue d'élection. Ça répond quand même. Non, vous savez, Samuel, le vrai problème en Afrique, toujours, c'est les élections présidentielles. Les présidentielles et législatives. C'est ça que vous allez voir, c'est là que les Africains courent beaucoup. Je crois que si on s'organise bien et s'il y a une discussion entre la classe politique de l'opposition et le parti au pouvoir et la société civile, je vous dis qu'on va s'entendre. On s'entend, on organise une élection en un et puis c'est fini. Ça va nous permettre d'économiser. Et je ne vois pas en quoi ça va nous déranger. Parce que je vous dis, je ne sais pas si vous avez suivi le compte rendu du Conseil des ministres. On nous a parlé de l'aspect sécuritaire également, qui prévaut actuellement au nord. Est-ce que les candidats auront la latitude de pouvoir se promener pour battre campagne un peu partout? Ça également, c'est un autre aspect qu'il faut revoir. Avec ces détails-là, il faut toujours s'asseoir. Il faut s'asseoir et discuter. Parce que si vous ne discutez pas, et on lance par exemple la campagne là dans le mois de février, vous allez voir que certains ne pourront pas aller au nord pour battre campagne. Et ça va constituer encore un autre débat. Donc je crois que prenons le temps, asseyons-nous, échangeons, mettons effectivement les dispositions ou prenons les engagements ou lorsqu'on va se lancer, vous allez voir qu'on n'aura pas de problème. Mais si on ne discute pas, avant qu'on ne lance cette campagne, je vous dis que devant, ça sera encore compliqué pour nous. Et vous allez voir déjà le fichier électoral crée déjà des problèmes. Il y a des polémiques de gauche à droite. Il faut essayer d'aplanir tout ça là avant qu'on ne se lance à Monsieur Jacques, vous savez, il faut aussi reconnaître que le vrai et gros problème que nous avons toujours au Togo, c'est la sincérité des discussions. Les discussions ne sont jamais sincères. Il y a toujours cet esprit partisan, il y a des calculs partisans où on veut toujours tourner l'autre dans la farine, on veut toujours prendre avantage sur lui, le berner, et après. Donc, lorsque nous viendrons à cet état d'esprit-là, de sincérité, d'acceptation mutuelle, où c'est le pays qui constitue le centre d'intérêt de tous, je pense qu'il y a beaucoup de choses où, parce que, vous savez, il y a beaucoup de
d'informations qui nous reviennent. Et par exemple, il y a des formations politiques qui se plaignent et quand ils vont dans les septentrions, non pas parce que c'est la situation sécuritaire, mais ils sont privés d'exercer, de circuler librement sur le territoire, d'exercer leur activité politique, etc. Alors donc tout ça, c'est du désordre. Ce n'est pas normal. Alors donc, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème d'ambiance. Quelle ambiance est-ce que nous instituons? Dans quelle ambiance évolue la classe politique? Tout ça constitue un problème et ma foi, c'est ça qui crée les méfiances et c'est ça qui crée les divergences parce que l'un et l'autre ne s'inspirent pas confiance parce que les gens sont toujours dans leur logique, chacun, etc. Et avec ça, c'est ça qui conduit à ces méli-mélos. Mais en même temps, cette question de date, l'opposition ne s'était pas quand même tue parce que ça fait très longtemps qu'elle exigeait d'avoir un chronogramme très clair. Donc, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que c'est la faute au pouvoir? Non, vous savez, Samuel, c'est pas moi qui fixons les dates des élections, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a effectivement le calendrier, qui fixe effectivement les dates. Parce que le gouvernement savait que fin décembre devait être la fin de la mandature actuelle. Oui. Donc ce n'était pas l'opposition de fixer les dates. L'opposition n'a aucune force pour pouvoir fixer les dates. Donc je crois que vous savez, Samuel, quoi qu'on dise, ces genres de choses font que le degré d'intolérance ne fait que monter dans ce pays. Il faudrait aujourd'hui que nos gouvernants fassent très attention. Parce que dans un pays où le degré d'intolérance, il n'y a pas le pardon, la compréhension, c'est là que naissent effectivement les conflits. Moi, je voudrais qu'avec ce qu'on a devant par rapport à ces élections, prenons le temps. Prenons le temps, essayons de dialoguer. Si les pays dialoguent, pourquoi le Togo ne peut pas dialoguer? On peut dialoguer, on peut parler, parce que nous sommes entre nous. Nous sommes entre nous Togolais, nous sommes entre acteurs politiques, nous sommes entre acteurs société civile. On peut s'asseoir et trouver le juste milieu. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, comme il a évoqué, que certains n'arrivent pas à aller à l'intérieur pour pouvoir exercer librement leurs activités, si on n'arrive pas à poser des balises, et aujourd'hui on se lance encore dans une campagne pour parler des élections, on aura des problèmes. On aura des problèmes parce que, je vous ai dit, vous savez, aujourd'hui, pour aller vers même le nord, c'est pas si facile, hein. C'est pas du tout facile. Pour rentrer dans certains contrées, pour essayer de parler, c'est pas facile. Donc, je crois que on a le temps. On a le temps jusqu'au mois de mars. Si le gouvernement a la bonne volonté d'échanger, si le gouvernement a la bonne volonté de parler, on peut échanger, on peut parler. Et je crois qu'on pourra vraiment trouver une solution à cette difficulté que nous sommes en train de traverser pour aller vers des élections apaisées, libres, où on ne pourra pas encore contester l'autre parce que l'autre n'a pas confiance à l'autre aussi. Il ne faut pas aussi perdre de vue qu'il y a des formations politiques qui évoquent maintenant également aussi la question du découpage électoral. Oui. Hein? Il y a la question de découpage électoral qui refait surface, etc. C'est les sempiternelles questions. Hein. Bon, ça revient tout le temps. Voilà, donc tout ça, ce sont des aspects de la situation. Et je crois que arrivé un moment, il faut arriver à clore ces préoccupations, ces zones d'ombre qui créent toujours de l'insatisfaction, qui créent toujours de la méfiance, qui créent toujours de la réserve, etc. Bon, parce que vous savez, Monsieur Jacques, tout n'est pas question que de dialoguer, mais il faut que le dialogue est comme soubassement la vérité, la sincérité. Il faut qu'il y ait une certaine un consensus. Il faut qu'il y ait des éléments qui ressortent de ce dialogue et qui rassurent. Et non pas de dialogue de Dieu pour du dialogue au finish, c'est moi qui tire épingle du jeu, parce que non, avec ça, parce que ça a toujours été le cas. Et c'est ce qui fait que des problèmes ressurgissent toujours. Des sujets, comme vous venez de le dire, que ça a toujours été des sempiternels, sujets qui reviennent. Alors donc, arrive un moment, il faut que les calculs partisans, les calculs politiques, tant que les calculs partisans politiques doivent toujours prévaloir, je crois que ces difficultés-là, nous les traînerons toujours. C'est cette question de tirer épingle du jeu.
elle épine que nous traînons, et je crois qu'avec ça, on il s'en n'y aura pas sortira. possible. Merci beaucoup, Yao Eklo Nokounou. Merci d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous, M. Jacques Samuel. Diakouti, merci également Merci. d'être passé. Merci Et merci à tous d'être restés en notre compagnie pour le Monde en 7 de ce samedi. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.